De nouveau sur les antennes de la télévision du Monde pour cette nouvelle édition de votre émission dominicale Politiquement Incorrect. 3 sujets inscrits à l'ordre du jour de cette émission ce dimanche. D'abord, ces opérations d'enlèvement observées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Comment comprendre ce nouveau modus operandi? Le sujet est inscrit en débat en première partie de cette émission. En deuxième dorsale, nous questionnerons les retombées de ce comité de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants de Boko Haram et des mouvements séparatistes, initiative gouvernementale. Et enfin, la question qui a été évoquée à la suite de la réaction du ministre en charge du Travail et de la Sécurité sociale. Peut-on effectivement vivre avec le niveau du SMIC au Cameroun? Le sujet suscite la polémique au sein de l'opinion depuis les déclarations attribuées au ministre en charge du Travail et de la Sécurité sociale. On en parle également dans cette édition de Politiquement Incorrect. Vous savez, le code de conduite de cette émission, ne rien dire pour plaire, tout dire pour construire. A tout de suite. Le Saturne de cette émission est donc connu. Je vais décliner rapidement le profil de ceux et celles qui ont bien accepté d'être avec nous ce dimanche encore. Je vais commencer par l'honorable Alphonse Sopor. Il est là pour le compte de l'Union des populations du Cameroun. Merci d'être venu ce dimanche. Merci de m'avoir invité. Merci à vos milliers de téléspectateurs. Yemeli Xavier, il est là pour le compte du Patriote démocrate pour le développement du Cameroun, le PADEC. Merci d'être venu ce dimanche. Oui, merci beaucoup de m'avoir reçu dans votre plateau et bonne journée à tous les téléspectateurs. Juste à proximité de vous, Janvier, on a Paul Guater qui est là pour le compte du Social Démocratique Front, c'est le parti de la balance. Paul, merci d'être venu. Eh bien, merci à vous, LTM, de m'avoir invité. Au sein du SDF, je fais partie de la jeunesse de Douala 5e et de la cellule de communication de la région du littoral. Souley Saïou est journaliste, il est également acteur politique. Il nous a rejoint ce dimanche pour parler des questions inscrites à l'ordre du jour. Merci et bienvenue. Bonjour, chers téléspectateurs. Merci de m'avoir invité à cette émission pour parler de la situation dans les régions, de la situation de sécurité, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, tu vois, en ce temps très difficile et qui devient de plus en plus préoccupante, et malgré la main rendue du gouvernement qui reste toujours, ou à défaut semble être ignorée. Elle est la seule dame de ce plateau ce dimanche et nous lui avons donc réservé la dernière prise de parole pour ce qui est de la présentation. C'est l'honorable Marlise Doualabel qui est là pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, député de la nation. Honorable, merci d'être venu ce dimanche. Bonjour à tous, bonjour à vos milliers de téléspectateurs et bon dimanche. J'espère que nous serons suffisamment intéressants pour les fixer sur leur petit écran. Alors cette émission, comme tous les dimanches, vous le savez, admet l'interactivité. Vos réactions uniquement par SMS seront recueillies au 695 38 79 46, 695 38 79 46. Paul Guater, on va commencer avec vous. Et cette actualité autour de votre parti politique, évidemment la presse a largement fait écho de l'enlèvement du chairman Ni John Frundi. Je voudrais simplement vous questionner sur la question de ces enlèvements-là. On a cru entendre derrière cela que cette remise en liberté sans rançon était questionnable. Effectivement, c'est une question qui fait le choucra de la presse. L'opinion en parle abondamment. Il est donc logique en effet que nous puissions mettre les points sur les i. Et commençons par restituer les faits. La semaine dernière, samedi, le 27 avril, le chairman Ni John Frundi s'en va du côté de Mbui, toujours dans le nord-ouest, pour enterrer notre défunt honorable. C'était le collègue de l'honorable Marlise. Et donc, il se fait intercepter, lui et son convoi, dont il est à la tête, par des personnes que nous estimons aujourd'hui être des membres des mouvements séparatistes. Et donc, à ce moment-là, on l'amène, on lui pose des questions et il est relâché.
C'est pas de là que vient le problème, bien sûr. A-t-il été finalement kidnappé? C'est peut-être la grande question, mon cher Paul. A-t-il été kidnappé ou simplement extrait du convoi pour un échange avec ceux que vous appelez sécessionnistes? C'est un kidnapping. Maintenant, il va sans dire que la stature de la personne, Ni John Frondi, fait qu'il ne puisse pas avoir le même traitement que d'autres. Du coup, on se met à polémiquer sur le terme. Et maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans cette presse qui relaie l'information, il y en a qui sont douteuses. Il y en a qui sont douteuses et qui sont probablement influencées elles-mêmes par des personnes que nous pouvons imaginer. Et à ce moment-là, elles influencent à leur tour l'opinion. Donc c'est la faute à la presse. Ça, c'est la première des choses qu'il faut noter. Maintenant, il est intéressant de dire à l'opinion qui aujourd'hui grandit, voit son intérêt pour la politique grandir, qu'elle doit elle-même faire ses réflexions. Et à ce moment-là, je vous dis, quand vous connaissez le parcours de M. Ni John Frondi depuis 1990, est-ce que c'est un parcours questionnable? Si on me dit demain matin, un ministre de la République a pris 300 milliards, je dis ok, d'accord, c'est pas une surprise. Mais est-ce que dans le parcours de monsieur le chairman Ni John Frondi, il y a des éléments qui le discréditent? C'est ça la question que les Camerounais aujourd'hui doivent se poser. Honorable Marlys Doualabel, nous parlions de ces opérations de rapt. C'est véritablement le nouveau mode opératoire observé dans les régions d'expression anglaise au Cameroun. Mais je voudrais déjà vous faire réagir sur les propos attribués au vice-président du SDF qui, justement, en parlant de l'enlèvement du chairman Ni John Frondi, faisait état de ce qu'on a désormais des sécessionnistes et une milice pro-gouvernementale qui exercent leur activité dans ces régions-là. Vous partagez cette analyse-là? Non, bien entendu. Je ne peux pas la partager. Et d'ailleurs, je ne comprends pas ce qui motive le vice-président à faire une accusation d'une telle gravité. La situation est confuse, c'est clair. Il y a probablement plusieurs branches dans cette lutte aujourd'hui. Et on note l'absence, non, on note comme, excusez-moi. Prenez votre temps, honorable, ça peut arriver. On note comme, j'allais dire, est presque établi que la lutte n'a plus de tête. C'est comme si les têtes s'étaient multipliées, peut-être parce que les intérêts au fil du temps se sont aussi diversifiés. Donc ça rend encore plus difficile la situation. Mais je pense que le fait important, ce n'est pas le commentaire de Joshua aussi qui voulait certainement créer de la diversion par rapport à cet enlèvement de Ni John Frondi. Quand on entend que Ni John Frondi est arrêté, kidnappé, subtilisé dans un convoi, on s'arrête d'abord parce que c'est Ni John Frondi. C'est pas n'importe qui. Et dès qu'on s'arrête, c'est là où tout commence. Parce que quand on regarde de près, il y a beaucoup de choses qui ne semblent pas être très cohérentes. Mais comme dans ce genre de situation, l'information n'est pas limpide et il y a beaucoup d'acteurs, on peut comprendre que ce soit confus. Mais moi, ce que je voulais qu'on retienne, c'est que John Frondi ait organisé son kidnapping ou qu'il ait été véritablement kidnappé, ce qui est important, c'est qu'il a manifesté ou alors il a eu l'opportunité de manifester par cet événement son retour au centre de l'arène politique. Donc je pense que c'est ça que tout homme politique doit retenir. Le reste, je veux dire, ça mettrait les gens mal à l'aise de commencer à soupçonner le président Frondi d'avoir organisé un film à son avantage. Non, je pense qu'il faut aller au-delà de cette je vois Paul qui n'est pas totalement d'accord, et puis c'est une émission de débat, donc on peut réagir, mais je voudrais déjà permettre à Alphonse Paul lui également de réagir.
Est-ce que ce phénomène d'enlèvement, aujourd'hui, ne rend pas questionnable finalement la visée, entre guillemets, politique qui était recherchée par ceux qui continuent de sévir dans les régions du nord-ouest et du sud-est du Cameroun? Évidemment, vous venez de le dire, parce qu'aujourd'hui, on se pose des questions. Quel est en réalité l'objectif de cette lutte? Elle n'est plus claire. Elle n'est plus claire parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on enlève des gens et qu'on leur demande de payer une rançon. Est-ce pour financer la cause politique ou alors c'est pour les propres poches de ceux qui kidnappent? Moi, je crois que c'est pour les propres poches de ceux qui kidnappent. Et c'est pourquoi je rejoins l'honorable qui dit qu'aujourd'hui, on ne sait même plus. Est-ce que les sécessionnistes existent encore? Parce que quand lui, Joshua Oshie, il dit que non, les sécessionnistes ont déjà déposé les armes. S'ils ont donc déposé les armes, mais qui sème la terreur là-bas? Qui sème donc la terreur là-bas? Et il dit non, c'est l'armée gouvernementale. Malheureusement, Ni John Fundi, qui a été enlevé par l'un des gangs, nous dit, ces gens discutaient avec leur chef. Ça veut dire qu'il était même devant des subalternes. Ça veut tout simplement dire que, en réalité, ce problème pose un seul problème, celui du leader. Leader d'abord, qui mène cette lutte, et leader de cette zone anglophone, au moment où tout le monde dit il faut discuter. Il s'oppose aujourd'hui à un problème de leader. Va-t-on discuter avec ceux qui ont enlevé Ni John Fundi? Va-t-on discuter avec ceux qui ont enlevé un sous-préfet? Va-t-on discuter avec ceux qui ont enlevé un administrateur? On ne sait plus rien. Et c'est là où le SDF est reprochable. Et je ne sais pas pourquoi Joshua Oshie ne le dit pas. Le SDF est leader de la zone anglophone. C'est ce qu'il a voulu nous montrer. C'est sa zone. C'est sa zone. Et je ne peux pas comprendre qu'on pilonne une zone politique pendant 3 ans, pendant que les responsables politiques de cette zone sont muets et demandent à une autre personne de réagir. C'est la zone politique du SDF. Le SDF, la survie du SDF, on l'a vu au présidentiel, quand Joshua n'a eu que 3%. La survie du SDF dépend de cette zone politique. Et que le SDF n'aille même pas chercher qui est responsable de tout cela et qu'ils disent, le président Ni John Fundi, que je vais écrire au chef de l'État. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est sa zone politique dont il devrait la maîtriser. Deuxièmement, moi, je ne comprends pas. On a conduit le président Ni John Fundi les yeux ouverts. Puis c'est son chauffeur qui conduisait. Donc lui-même, il avait les yeux ouverts. Mais il n'a pas reconnu la zone. Pour un leader politique de sa trempe, ça pose des problèmes. Moi, je suis né dans cette ville, Douala. Que vous me preniez, vous m'ameniez n'importe où, je vais reconnaître. Si vous ne me bandez pas les yeux, je vais reconnaître le quartier. Alors, comprenez John Fundi, le président, quand l'amène, il dit, on l'a conduit à 20 km de Kumbo. Attendez, c'est pas la forêt. C'est pas la forêt. La zone du nord-ouest, c'est pas une zone forestière. On l'a conduit à 20 km de Kumbo. Et il ne reconnaît pas cet endroit. Et il dit, c'est un camp. C'est un camp de sécessionnistes. Et il est assis. Il cause avec des subalternes. Les subalternes rendent compte à quelqu'un à qui lui-même ne sait pas. Et comme d'habitude, dans leur pratique, ils lui demandent une rançon. Heureusement qu'il avait 30 000. Il leur a donné les 30 000. Et ils l'ont laissé partir. Vous voyez, il y a beaucoup de questions que l'on se pose. Comment n'a-t-il pas pu reconnaître là où on l'a amené? Janvier Yemele, est-ce qu'on est en face d'une véritable incurie dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest aujourd'hui? On est dans un capharnaüm véritable désormais là-bas? Oui et non. Merci d'abord de m'avoir passé la parole. Au sujet de ces enlèvements, ça signifie plusieurs choses. Il y a l'essoufflement de la nébuleuse qui a été créée. Ils viennent dans ce territoire comme un renard assoiffé et font des rapts et redisparaissent. Et cela repose une certaine question. Le problème de la sécession maintenant n'est plus d'actualité, même dans la tête de ceux qui avaient commencé. Pour preuve, si vous dites être des sécessionnistes et qu'à la fin,
vous venez dans le même toit, dans le même territoire pour kidnapper des gens. C'est pour aller où avec eux? Et à la fin, c'est pour administrer quoi? Bon, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Les vrais sécessionnistes dont on parle ont déjà foutu le camp orchestré d'abord par les puissances internes et externes. Maintenant, l'enlèvement de Ni John Frundi rejoint un peu l'enlèvement de sa sœur qui a été au préalable fait. Ça veut passer deux messages. Si c'est un complot que lui, il a fait pour faire un petit film, je pense que c'est un peu maladroit de sa part. Parce que c'est trop clair et c'est trop visible. Et il voudrait, par cette occasion, renvoyer aux yeux de l'opinion nationale et du monde que le gouvernement est incapable de maîtriser la situation. Or, ce serait une maladresse. La deuxième chose, c'est que ces rapts qu'on commet et sur sa personne, ça voudrait renvoyer au gouvernement que s'il faut faire une négociation, même si John Frundi est un leader de la zone, il serait la personne la moins indiquée et à laquelle on ne peut pas faire allusion. Paul, vous pouvez réagir, je vous l'ai indiqué tantôt parce que l'émission c'est aussi ça le débat. Soulé, vous qui scrutez la sphère politique, avez-vous le sentiment aujourd'hui que ces opérations de rapt entrent dans le cadre de la lutte qui est censée être menée par ces mouvements sécessionnistes? Pour ma part, je commencerai par ceci, pour dire simplement que ces enlèvements sont l'œuvre des mercenaires à la solde d'un certain nombre de groupes variés. Vous comprenez? Bon, maintenant, qui ont fait même allégeance à des commanditaires. Bon, le cas échéant ici, dans notre pays, le Cameroun, vous voyez que nous sommes dans une jungle. Automatiquement dans une jungle, et il faut survivre. Et pour survivre, il y a des éléments qui persistent et qui accablent. Voilà pourquoi une bande de voyous, comme on dit, les groupes armés, se sont organisés. Parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, ces groupes armés qui sont là sont commandités par une seule personne ou bien par un groupe. Mais néanmoins, nous savions ceci, qu'ils ont été auparavant instrumentalisés. Voilà pourquoi tout ce qui arrive aujourd'hui au pays, dans le nord-ouest et le sud-ouest, n'est que l'œuvre des bandes, des voyous. Je dirais des voyous simplement. Bon, regardez un peu. Je vais vous donner un exemple précis. Même quand vous êtes acquis à leur cause, ils vous envoient un petit message. We need your contribution. Si vous ne le faites pas, ils vont vous donner la leçon. Ils vont passer soit par votre femme, par votre enfant, ou par une de vos sœurs. Voilà comment ces gens-là se sont organisés. Et moi, je dis que ce n'est pas des bandes, ce ne sont pas des sécessionnistes d'ailleurs. C'est des groupes, des voyous, tapis à l'ombre, qui font tout ce dégât-là. Bon, maintenant, revenons sur le cas de notre président, le chairman John Frundi. Bon, son arrestation m'a semblé vraiment, que je dirais, une pièce de théâtre. Parce que la communication qui a été évoquée, il y a eu 3 sorties des responsables du SDF à ce sujet qui ne concordaient pas. Et moi, je me suis posé la question à savoir, puisque d'aucuns disent que le cortège s'est arrêté chez le chairman Ni John Frundi. Bon, partant maintenant de là, c'est là où il a été kidnappé. Mais comment est-ce que vous êtes en cortège? On vient, on prend une personne et les autres s'en vont. C'est là le véritable problème. Et je me pose une autre question. À quel moment il a été pris? Parce que quelqu'un m'a dit que non, ils se sont arrêtés quelque part pour se soulager et c'est de là où on les a encerclés. Mais je dis que il y a des versions qui sont incohérentes dans cette histoire. Vraiment, je ne peux pas m'étendre là-dessus parce que c'est une affaire encore à revoir. Paul, allez-y. Vous n'avez pas besoin d'une permission pour réagir. Je veux commencer par... oui, vous allez réagir. Puis, je rappelle aux téléspectateurs que l'émission admet dans l'interactivité. Le code d'accès va s'afficher au bas du petit écran. Paul, finalement, mise en scène, savamment orchestrée par le chairman. On parle de cet enlèvement. Je vais commencer par monsieur qui avait la parole.
pour dire que le convoi du chairman était fait de plusieurs voitures et il était à la tête. Le chairman a été pris à part. Pourquoi? Probablement parce que les gens qui ont pris le chairman avaient un objectif. Quand on se souvient de la vidéo de 30 secondes qui a circulé sur les réseaux sociaux, on peut imaginer quel était l'objectif. Parce qu'il demande au chairman de rappeler ces députés de l'Assemblée nationale. On fait un peu de lecture politique. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? De mon interprétation, je pense que c'est un moyen de pression sur le système politique camerounais. On dit, chairman Nidjon Fondi, rappelez vos gars, quel est l'effet? C'est un effet politique, c'est un message fort. Ça c'est d'un point, c'est ma théorie, il y avait un message à faire passer. Maintenant, j'aimerais revenir sur 2-3 éléments rapidement. Faire savoir à mon, je vais l'appeler comme ça, mon ami lui du PADEC, qu'actuellement le nord-ouest et le sud-ouest ne sont plus totalement contrôlés par le gouvernement. Ils ne contrôlent plus l'ensemble de ce territoire. Ça, ce sont des faits. Nous avons des sources qui nous rapportent des informations, ce sont des faits. Je vais aller très vite sur un des propos de l'honorable. C'est vrai qu'elle est revenue dessus après, mais c'est dit que le chairman a organisé son enlèvement, son kidnapping. Moi j'en appelle au respect. J'en appelle au respect de la personne. Je vous ai pris un exemple tout à l'heure pour dire, on connaît des gens, on sait qui est capable de faire quoi. On sait qui fait mal au Cameroun aujourd'hui, par exemple. On sait qui ne fait pas mal au Cameroun. Ça, il faut pouvoir le considérer. Et je vais terminer en répondant à l'honorable Sopo, mais c'est aussi une réponse globale. C'est ce qui s'est passé dans les années 48 au Cameroun. 48, 50, 55, 61, 72. Ce sont des années importantes. C'est quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps. Moi, je me dis, quand nos frères, aujourd'hui appelés anglophones, ont décidé de ne pas se rallier au Nigeria, mais de se rallier au Cameroun, qu'est-ce qui leur a été posé sur la table? C'était le fédéralisme. En 1961. Qu'est-ce qui se passe en 72? On sort du fédéralisme. Qu'est-ce que ça fait? On a l'impression d'avoir été trahi. Et il y a un adage qui dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Moi, je pense que de 72 à 2016, 44 ans, est-ce que ce n'est pas un plat qui est devenu froid? C'est une hypothèse. Et à ce moment-là, c'est aussi qu'en politique, il y a des éléments tels que la surenchère politique. On se lève, on dit, ok, nous maintenant, on ne veut plus être avec vous. On veut la sécession, on veut partir. Moi, c'est mon souhait, mais c'est aussi une idée que je pense avoir du sens. Demander la sécession pour finir au fédéralisme, qui est d'ailleurs, c'est pas moi qui vous le dis, qui est l'idée prônée par le SDF et qui est une formule pertinente pour la gestion de ce pays. Honorable Marley Dolabel, Oui. est-ce de la surenchère politique, comme l'indique Paul Guatter dans ses propos? Sommes-nous en face des personnes avec lesquelles l'État peut véritablement ouvrir un dialogue? Si on se réfère au rapport qui est cité ces jours-ci, régulièrement cité, du Centre d'analyse géopolitique internationale, hein, et cette surenchère coûte 1850 morts. Vous pensez que c'est sérieux? Que pour une surenchère, on sacrifie comme ça 1850 personnes. La première personne, c'est qui sacrifie ces personnes? Non, ce qui sacrifie, c'est la surenchère. C'est la C'est la Non, mais surenchère. quand on a fait la surenchère, maintenant- on vous dit, et maintenant- on vous dit venez discuter. Au départ, vous pouvez venir discuter. On Et a assez maintenant, sage on pour ne comprendre discute cela. pas avec les gens qui demandent l'impossible. L'impossible, c'est la partition du pays. Ils sont très mal partis. Moi, je voulais vous aider justement dans le sens du respect de la personne du chairman pour ne pas entrer dans les détails de cette histoire. Parce que quand on entre dans les détails de cette histoire, il y a trop d'incohérences. Je dis bien trop. Même quand on n'est pas un fin analyste,
La première, parler, justement, par exemple, j'imagine que ces personnes déterminées qui veulent justement marquer de leur volonté la politique du Cameroun, ils ne vont pas demander qu'on sorte des députés qui sont déjà sortants. Vous comprenez? Ça montre un niveau qui ne me rassure pas. Parce qu'en réalité, les échéances sont en train d'arriver. Et c'est par rapport à ce futur proche-là qu'il faut agir. Mais pas par rapport... Quel aurait été l'effet sur 5 mois? Est-ce que vous pensez que ça n'aurait pas eu d'effet? Je suis d'accord, oui. Non, 5 mois, le message serait Excusez-moi, il n'y a plus qu'une session, c'est la session de juin. Oui, mais le message serait passé de dire que le chairman mais ça fait léger. Députés. Non, ce n'est pas léger, c'est un message fort. Non. C'est 18 députés à l'Assemblée nationale. Écoutez, s'il restait... La représentation la plus forte. S'il restait au moins une session, je comprendrais. Il reste... Il n'y a que la session de... Ce n'est pas une question de session. Donc, évaluez un peu. Attendez, permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Évaluez un peu tout ce que pèse la crise anglophone. Et quand on kidnappe le chairman, on lui demande de sortir des députés qui sont déjà sortis. Je ne sais pas si vous voyez. C'est vraiment léger. Voilà, deuxièmement, je sors mes députés fin. C'est ça la communication. Il n'y a plus rien après ça. Oui, mais c'est léger, monsieur. C'est léger. Il faut demander quand même des choses qui vont avoir un impact sur la conduite des affaires de ce pays. Deuxièmement, moi j'ai regardé le film. Je trouve que le chairman est trop détendu pour quelqu'un qu'on a kidnappé. C'est une grande personne. Donc, soit c'était un rendez-vous pris, où ils ont dit, bon, écoutez, comme vous ne pouvez pas venir chez moi, et que moi, je ne peux pas facilement arriver chez vous, comme je vais aller au deuil, je vais faire une halte, et je vais un peu discuter avec vous. Voilà comment, à la limite, on peut comprendre ça. Il n'y a aucune personne armée dans cette pièce. En tout cas, moi, je n'ai pas vu. Mais on a montré le chairman. On a montré que le visage du chairman. Donc, du coup, on ne sait pas... C'est lui qu'on voulait faire parler. Ils ne voulaient pas se faire parler, eux. Non, je veux dire que si tu veux raconter l'histoire d'un rapt ou d'un kidnapping, et que les images sont comme le témoignage que tu veux porter, il faut que ces images, effectivement, témoignent de ce que vous voulez faire passer comme message. Qu'est-ce qui n'a pas été fait passer comme message? Deuxièmement, il nous raconte une histoire. Ils lui ont demandé de retirer ses... Et pourquoi il ne demande pas où sont sa soeur et son frère? Pourquoi est-ce qu'il ne... Pourquoi il libère pas? Il libère pas, il n'exige pas que, bon, écoutez, moi, je suis un homme froid, je suis un homme politique froid. Je vais vous donner les 30 000 francs que vous voulez, enfin, que j'ai. La rançon. La rançon que j'ai. Mais en contrepartie, pourquoi vous ne libérez pas ma soeur et mon frère? La vidéo était de 30 secondes. On n'a pas... Mais pourquoi l'avoir faite donc? Mais après, finalement, c'est un non-événement. De 30 secondes. Mais pourquoi l'avoir fait? Si c'était un non-événement, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Non, mais pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Il y avait un message à faire passer. Les députés, les grands députés, de faire passer le message selon lequel il y a une pression qu'on veut mettre et on juge que quelqu'un est crédible pour cela. Et je suis d'ailleurs un peu gêné de me rendre compte que nous avons construit un plateau qui a une idée particulière. C'est assez gênant. Chacun, mon cher Paul, défend sa philosophie autour de ce plateau. C'est des analyses sans complaisance de toutes les façons. Alors, j'imagine que les téléspectateurs sont très nombreux à vouloir réagir. J'ai indiqué que je ne prenais pas d'appel ce dimanche. D'ailleurs, je n'en prends jamais. Uniquement par SMS. Si vous voulez vraiment participer au débat ce dimanche, je me ferai le devoir de rendre public vos réactions au 695 38 79 46. Honorable Alphonse Sopa, au-delà de cette controverse qui n'en finit pas autour de l'enlèvement du chairman John Frondi, j'aimerais au moins qu'on reste sur l'opération. La réalité, c'est que les rapts sont devenus sont à la mode dans ces régions-là. Comment stopper cette opération de rançon? Vous savez, même les sécessionnistes, là, du moins les soi-disant, ne peuvent plus stopper ces opérations. Vous ne pouvez pas. Personne ne peut les stopper parce que, tel qu'a dit M. Souley, mais chacun s'est organisé pour pouvoir survivre dans ces jungles. C'est devenu une jungle. Et ce qui est surprenant, c'est que les sécessionnistes veulent toujours... Donc c'est des régions hors contrôle.
Le Non, gouvernement papa. ne contrôle plus rien si Non. vous parlez de jungle. Non, ça devient une jungle, Qu'est-ce que le gouvernement mais c'est pas hors contrôle. C'est-à-dire, en réalité, cette thèse que ce sont les sécessionnistes qu'on combat, et il a dit que la presse est même responsable de certaines choses, mais effectivement, Une la certaine presse. c'est la presse. Il faut le préciser, Non, attendez, une certaine c'est- presse. Non, Il y a des cher ami, journalistes qui je restent dis la presse. intègres au Cameroun aujourd'hui. Oui. Nous parlons d'une certaine non, presse. tout le monde est intègre. Moi, je ne Oh. tire pas sur les journalistes. Je veux tout simplement dire que si cette presse-là, la presse, change d'écriture pour voir effectivement que c'est une jungle, et ne toujours pas dire que les sécessionnistes ont lancé un mot d'ordre, les sécessionnistes ont fait ceci. C'est parce qu'on met tout sur la sécession que tout ce que vous voyez là, le gouvernement ne peut pas aller abattre ces bandits. On dira, voilà, on tire sur les sécessionnistes. Ce ne sont pas des sécessionnistes aujourd'hui. Et ça rétrécit un peu l'action du gouvernement. Vous comprenez? Mais si on pouvait, tout le monde pouvait être d'accord que oui, la sécession, on peut en reparler après. Vous verrez qu'on va pacifier cette zone. Mais c'est parce qu'ils mettent les sécessionnistes en avant que personne n'ose y aller. Xavier, l'opération de rançon aujourd'hui, dans ces régions-là, questionnable, comment on peut stopper cette opération? Tout à l'heure, l'honorable indiquait qu'on est en face d'un véritable non-lancement désormais. Est-ce qu'on peut stopper cette opération de rançon qui est devenue une véritable mode dans les régions du nord-ouest et du sud? Je crois qu'on pourrait le faire On pourrait le faire. Je vais prendre une métaphore pour expliquer la situation. Nos mamans, quand on cultivait à l'époque, la femme qui préparait la nourriture, on allait cultiver ses champs. On cultivait bien. Et les semences qui étaient l'arachide, on ne mangeait pas. Mais la femme qui n'avait pas apporté la nourriture, on mangeait ses semences. Je demande à l'opinion nationale et à l'international de venir chercher les racailles qu'ils ont laissées pour une mission non achevée, pour une mission échouée dans mon pays. Nous sortons d'une élection présidentielle. Le SDF a proposé un mode de gouvernance, le fédéralisme, qui a déjà été vécu au Cameroun et qui n'est plus. Même dans les régions du nord-ouest et partout dans le Cameroun, les résultats du SDF attestent du fait que ça n'a pas été adopté par le peuple camerounais. Et je ne vois quelle sorte de message on aimerait passer en tournant des films à court métrage. Face à cela, il y a un mode de gouvernance qui est à l'œuvre et c'est salutaire pour tout le Cameroun. C'est la décentralisation. Mais j'ai peur d'une chose, que pendant que nous, au PADEC, et sûrement des gens peut-être du RDPC, parce que c'est eux qui orchestrent et que, bon, on fera ensemble, qu'au lieu de former leurs militants à cette nouvelle donne de la gestion de la chose publique par le fils du terroir, les gens passent du temps à courir derrière un mode de gouvernance qui est déjà désuet. Vous réagissez rapidement, oui. Oui. Sur... Vous réagissez peut-être au propos des invités et vous revenez sans doute sur comment est-ce qu'on stoppe l'opération de rançonnement qui est en cours dans cette J'allais région. plutôt commencer par cela. J'ai du mal à comprendre personnellement que le grand problème aujourd'hui soit de stopper l'opération de rançonnement. C'est pas ça notre problème. Le problème, c'est de stopper la crise anglophone. C'est de ça qu'il est question. Oui, bien sûr. Les rançonnements font partie de la crise anglophone. Il faut stopper la crise anglophone. Il faut une solution globale contre cette crise anglophone. Cette solution globale n'est autre que le dialogue. Mais là, il faut identifier le contenu. Vous parlez de solution globale, on ne sait plus finalement à qui on a affaire. Est-ce des bandits de grand chemin? Est-ce des gens qui portent des revendications politiques? On a véritablement une situation qui est difficilement identifiable. Vous parlez d'une réponse globale, il faut identifier le problème de fond. Eh bien, moi, je suppose que
ceux qui sont à la tête de ce pays, si ils avaient toute la bonne foi nécessaire pour accompagner leur supposée intelligence, bien que j'arrive à en douter. J'arrive à en douter, sérieusement. S'ils avaient la bonne foi nécessaire, ils trouveraient les moyens d'identifier les personnes avec qui ils peuvent discuter. La scène politique aujourd'hui est large. Vous ne pouvez pas me dire que ce problème n'a pas de solution. Il faut qu'ils regardent bien et ils sauront avec qui ils peuvent discuter. Il y a des messages qui passent, etc. Et je reviens pour finir sur le propos de Jean-Louis, qui est la question. C'est quoi le court-métrage? Non, ça n'existe pas, on ne peut pas en parler, il n'y a pas de court-métrage. Donc voilà, pour dire que quand on regarde la situation culturelle du Cameroun, plus de 250 ethnies, et moi je parle personnellement de 5 grands groupes ethniques, Grand Nord, Grand Sud, Est, Centre, Ouest. Vous ne pouvez pas régler uniquement avec la question de la décentralisation le problème camerounais. Il faut un fédéralisme. Il faut un fédéralisme tel qu'il a été fait à la fondation de ce Cameroun. Et un fédéralisme qui a été volé. C'est un grand sujet, on pourrait... Moi je pense que pour stopper tout ce qui se passe, je l'ai dit tantôt ici là que ces enlèvements sont l'œuvre des mercenaires à la solde des causes variées qui ont fait allégeance à des commanditaires. Donc ce qui voudrait dire ici que je vais même convoquer l'État, lui demander de convoquer rapidement l'état d'urgence. À défaut de l'état d'urgence, un commandement opérationnel pour stopper tout ce qui se passe actuellement dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parce qu'il faut le dire, c'est des groupes, c'est des voyous qui sont en train de perpétrer tous ces enlèvements, des rapts, des rançons, etc., etc. Voilà autant de choses qu'on peut dire. Donc un commandement opérationnel aujourd'hui, dans le cadre du nord-ouest, sud-ouest, avant, parce que tantôt, il parlait de... Avec qui il parlait aujourd'hui? On ne sait pas qui est qui. Voilà pourquoi les élections sont proches. Il va falloir que nous allons, que le terrain soit libre, qu'on puisse laisser chacun aller faire son droit de vote et d'élire son représentant. Et à partir de là, nous pouvons maintenant remettre tout sur la table et voir comment est-ce qu'on peut discuter. Très bien. Vous allez réagir, l'honorable Marlis Doualabel. Je vais évacuer rapidement quelques SMS. Bonjour à vous sur le plateau. Que le jeune du SDF reste tranquille. Son président n'a jamais été enlevé. Il est allé causer avec ses complices. C'est signé Francis depuis Yaoundé qui nous a écrit ce message. Alors, mon cher Victor de Bafoussam, si vous êtes politiquement indélicat dans vos propos, je ne vais jamais les rendre publics. Hein. Il y a également un code de conduite que nous respectons dans cette émission, même si évidemment l'intitulé peut prêter à confusion. Bonjour à vous, LTM. Dites aux panélistes de remettre en cause le rapt du chairman. C'est trop facile de rester à Douala et Yaoundé et dire que rien ne se passe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Marlis Doualabel, honorable Sopo, faites un tour à Kumba. Vous reviendrez nous dire si la zone est vivable. C'est Yves depuis Dubaï, je ne sais pas où ça se trouve, hein, qui nous a... Non, Dubaï. Il a dit Dubaï et je vois un numéro national. Le petit Benoît Manveste devrait baisser son impertinence en laissant la possibilité aux autres de développer. À qui faites-vous allusion? Le message n'a pas été signé. Bonjour sur le plateau, je trouve très cohérent ce que dit le jeune du SDF, que l'honorable Marlis Doualabel réponde à la question de savoir qui a tué ces 187 850 personnes, le chiffre que vous aviez évoqué tout à l'heure. Dites à Marlis Doualabel que les ravisseurs ont demandé à Nidjan Fundi pourquoi il n'a pas retiré ses députés et ses sénateurs. C'est un message également qui nous a été adressé. J'en reçois suffisamment et je vais me faire le plaisir de les rendre publics au fur et à mesure. Honorable Marlis Doualabel, vous réagissez peut-être, mais oui, pour dire deux petites choses. Vous réagissez et on amorce la deuxième thématique de cette émission sur le comité de désarmement et de démobilisation. Est-ce que l'action aujourd'hui, elle est porteuse? C'est la question et vous répondez, vous réagissez au propos du panel. Premièrement, si c'est le gouvernement qui tuait, si c'était l'armée camerounaise qui tuait, il n'y aurait pas 1800 morts. Il y aurait 5000 morts, 10 000 morts. Pourquoi? Parce que l'armée a les moyens de faire des razzias. Mais l'armée essaye de contenir
son action parce que, effectivement, comme c'est une guerre asymétrique, il est très difficile de faire la différence entre un civil et un combattant. Vous comprenez? Donc, s'il y a 1800, même si c'est déjà énorme, si c'était le fait de l'armée du Cameroun, il y en aurait 10 fois plus. Parce qu'il est facile, comme disait l'honorable Sopo, nous ne sommes pas dans la forêt. Moi, je connais très bien le nord-ouest. Donc, l'État du Cameroun doit savoir exactement où sont planqués les différents groupes. Donc, laissons cette accusation, elle est grave et moi, je la trouve irresponsable. Deuxièmement, il a parlé du SDF. Mais évidemment qu'il y a eu une cause et c'est la raison pour laquelle les personnes qu'il faut indexer ici, c'est Ayoub Tabé et ces gens d'abord. Parce que même si maintenant ça s'est diversifié sur le terrain, même si les groupes se sont éclatés, le départ c'est que à un moment donné, Ayoub Tabé et ses amis ont pensé que la réponse militaire était une réponse efficace. C'est au fil du temps, parce que ça commence à durer, les gens s'essoufflent, les ressources ne sont plus très disponibles, la diaspora n'arrive plus à alimenter comme au départ, parce qu'on a aussi su comment freiner leur capacité, voilà, les contrôler. Donc, le premier responsable, c'est le groupe sécessionniste qui a estimé que la lutte armée était une solution possible. Et tous les autres, nous tous, les autres, nous avons été complices de cette situation. Parce que quand il fallait arrêter ces combattants pour leur dire que, attendez les frères, d'accord, vous êtes mécontents, vous avez des raisons peut-être d'être en colère, mais arrêtez parce que ça va finir par quoi? Ça va finir par décimer les populations du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce que c'est ça l'objectif visé par Ayouk et ses amis? Non. Ayouk dit, moi je veux un pays à moi, mais je coupe un morceau du Cameroun parce que je veux qu'on revienne à nos conventions de Fumban. Ok, soit. Mais est-ce que ça doit passer par la mort de 1800 personnes? Je dis non. Si on est un homme responsable, on ne le fait pas. On va dans un combat politique. Cet argent qui a servi à tuer ces 1800 personnes aurait pu servir à continuer à payer le lobbying, parce qu'il y a un fort lobbying qui est mené et qui donne d'ailleurs les résultats. On ne peut pas dire que là, sur ce champ-là, ils ne sont pas efficaces. Ils ont fait un lobbying serré auprès des institutions. Mais maintenant, il m'a mis la puce à l'oreille. Peut-être que ce n'est pas les sécessionnistes qui font du lobbying auprès des institutions. Peut-être que c'est quelques personnes dans les institutions qui organisent la chose et utilisent les sécessionnistes pour faire cette guerre. Mais c'est une mauvaise guerre. Personne ne devrait la justifier. Et sur tous les plateaux, tout le monde a justifié cela. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Tout le monde, tout le monde. Il y a eu complicité. Maintenant, ça fait 3 ans. 3 ans. Et tout le monde est dans tout le monde est dans les difficultés. Est-ce que oui ou non, vous avez soutenu? Est-ce que oui ou non, vous avez soutenu? On parle de dialogue. Non, quel dialogue avec qui? Dialogue avec qui? Vous devez dialoguer. Dialoguer avec qui? Froundi, il a eu son rendez-vous avec les gens. Il a pu dialoguer. Convoquer une conférence nationale. Vous invitez les divers acteurs politiques. Moi, je dis que c'est trop facile à dire quand on n'est pas en train de gouverner. Non, mais justement, nous sommes pas là pour être facile. Gouverner, ce n'est pas facile. Allons aux élections et faisons les choix et les options que nous voulons. Mais allons aux élections. Je voudrais qu'on avance. Je voudrais qu'on avance, honorable Marlise Doualabel. Je voudrais demander à Alphonse Sopo de réagir sur la main tendue du gouvernement, puisqu'on reste pratiquement sur le même schéma. Est-ce que cette action est porteuse? Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on s'est approprié le concept de comité de désarmement et de démobilisation, de réinsertion? Est-ce que les gens comprennent même l'importance de ça? C'est vrai que tout est nouveau, tous ces concepts pour nous, qui vivions vraiment dans la paix, étaient nouveaux. Tous ces concepts sont nouveaux. C'est comme ce concept des sécessionnistes, c'est nouveau. On en entendait parler comme ça, on croyait que c'était ailleurs. Mais jusqu'au moment où nous avons vu des Camerounais tuer des Camerounais pour être indépendants. Honorable, excusez-moi, je voulais même dire que
tous les sécessionnistes ne sont pas forcément pour la lutte armée. Hein. La preuve, les sécessionnistes manifestent depuis 40 ans, je ne sais pas. Sont là. Ils sont là. Donc, mais ils n'ont jamais pris. Voilà des gens avec qui vous donc pouvez c'est pourquoi il dit que c'est pourquoi il dit Mais que c'est pas eux qui ont peut-être pris les armes. non, ce sont pas eux. Peut-être ils peuvent parler. C'est pourquoi il dit que tout c'est nouveau pour nous. Donc quand le président tend la main par l'organisation de cette commission-là, par la création de cette commission, les gens ne voient pas très bien ce que la commission doit faire. Or, aujourd'hui, il y a des résultats. Il y a des gens, des sécessionnistes, qui déposent effectivement les armes. Mais quelqu'un qui prend pour activité vivre du kidnapping, vous voulez qu'il vienne déposer les armes? C'est déjà une activité lucrative, hein? Quand vous enlevez quelqu'un, vous dites, ok, envoyez-moi 2 millions. On vous envoie 2 millions. Mais vous continuez. Ça, ce n'est pas pour la sécession. C'est déjà une activité lucrative. Mais la commission créée par le gouvernement, on voit jusqu'à présent qu'il y a effectivement des gens qui déposent des armes, aussi bien à l'extrême nord que dans cette région nord-sud, nord-ouest, sud-ouest. Des gens déposent des armes. Mais maintenant, peut-être le gouvernement ne fait pas trop de communication là-dessus. Parce que n'oublions pas que nous sommes quand même dans une période trouble. C'est parce que nous sommes dans une période trouble, mais il y a effectivement des sécessionnistes, c'était les vrais, qui aujourd'hui déposent des armes et appellent à la paix. Seulement, comment donc instituer une paix avec ces groupes armés? Et c'est là où je dis encore, il y a la presse. Parce qu'il y a une certaine presse, il y a même des télévisions qui font cette apologie. C'est à longueur de journée, on vous montre comment Boyaï déserte, on vous montre comment Baminda, les gens ont respecté le mot d'ordre. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Or, cette presse comprend parfaitement que là, il ne s'agit plus de sécessionnistes, mais de ces groupes armés qui se forment par-ci, par-là. Et c'est l'un de ces groupes armés donc, qui a enlevé le président Ni John Fundi. Et ça, le président Ni John Fundi le sait. Il sait que ça, c'est un groupe armé. Janvier, Oui. sur le comité de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, est-ce qu'on s'est suffisamment approprié ce concept-là? Est-ce que c'est la voie pour une réconciliation? Oui, c'est un levier très important pour entrer dans la paix de notre pays. Le comité national de désarmement, de démobilisation, de réinsertion a été créé le 30 novembre 2018 par le chef de l'État. Bon, il y a au niveau national, il y a trois régions principales qui ont été ciblées. Celle de Mora, où le combat contre Boko Haram a donné... Cette commission a eu ses effets puisqu'on a eu à recenser plus de 100 personnes qui ont déposé les armes et qui sont allés, certains à Yaoundé, et puis le gouvernement est en train de chercher comment faire pour les réinsérer dans la vie sociale. Il y a le centre régional du Nord-Ouest où on a eu 12 personnes qui se sont rendues, 11 garçons et une fille. Et il y a le centre du Sud-Ouest. Ceux-là, c'est un peu plus discret. Même dans la vie civile, nous trouvons des gens qui sortent de ces coins et ils se désarment et ils veulent rester dans l'anonymat, de peur des représailles de certains qui jonchent déjà les quartiers ici, même dans les villes de Yaoundé et de Douala. Donc c'est un peu discret, mais ça trouve son bon chemin. Et les gens vont ignorer une chose, certains Camerounais ignorent une chose. Ce comité est conjoint avec les membres de l'ONU qui sont à l'intérieur et coopèrent avec le comité national de désarmement. Ils sont passifs, comme si au lieu de la paix, ils voudraient plutôt une intervention militaire de l'ONU pour venir encore mettre notre pays comme ils ont mis la Libye et autres. Mais je rappelle cela à tous nos concitoyens de bonne foi, de suivre ce que l'ONU a toujours fait dans le monde. Quand l'ONU frappe à votre porte et que vous ouvrez, sachez que vous n'aurez plus jamais rien. La Libye est devenue un champ de ruines à cause des interventions de l'ONU. Il n'y a aucun pays où l'intervention étrangère.
Et les partis politiques au Cameroun qui tendent toujours la main à l'Occident savent quelle connivence ils ont et quels sont les résultats. Eux-mêmes ne peuvent pas savoir les résultats lamentables qui s'en suivront. Paul Guatter, le SDF n'a pas beaucoup parlé au sujet de ce comité de désarmement et de démobilisation. Vous parliez tout à l'heure de l'État qui doit prendre ses responsabilités. Voilà peut-être une des responsabilités qui a été prise. Quel est le regard que le SDF jette sur ce comité-là? Je vais commencer par vous inviter, M. Yves Sanjo, à prochainement mieux équilibrer votre plateau. Je joue le jeu. Mais sérieusement, la prochaine fois, ce serait bien que le plateau soit mieux équilibré. Vous avez... Avec quelqu'un du MRC. Vous avez... Non. Vous avez l'UPC. Moi, je suis de l'UPC. Vous avez le PADEC, vous avez Il y a le SDF, l'interprétation des propos. Derrière les sigles de parti, etc., il y a une interprétation que l'on peut tous faire. Il peut y avoir une convergence vous le prenez comme vous voulez, dans les vous le philosophies. vous le prenez, oui, d'accord, je suis d'accord. Vous le prenez comme vous voulez. Je crois que mon message il est passé. Allez-y. Maintenant, pour répondre à votre question, comité de désarmement, DDS, c'est un concept bien connu. Démobilisation. Mobilisation et réinsertion. Merci. La première des choses qu'il faut faire savoir, c'est que c'est un élément du programme de notre candidat au sein du SDF. Donc c'est une très bonne chose alors que ce soit... Nous sommes flattés. Vous voyez qu'il peut y avoir des convergences sur non, ce nous voyons qu'il peut y avoir sans du bon que l'on ne sens. vous traite également d'être un RDPC, finalement... Non, nous voyons tout simplement que ceux d'en face savent quand ils veulent avoir du bon sens. Maintenant, entre le bon sens et la bonne foi, et parfois... Donc, l'idéal aurait même été qu'ils copient tout le programme, puisque c'était le meilleur programme, mais ce n'est pas ça le débat. Et maintenant, dans cette tricherie-là, s'il faut l'appeler comme ça, moi, j'ai pas souvent triché à l'école. J'ai jamais mis tout mon cursus universitaire, j'ai pas triché. Non, c'est oui. Voilà. Mais je sais quand même que si je regarde dans la feuille de mon camarade et que je vois partir à l'école et que je prends mon bic, je copie à l'école. Il y a le partir qui n'est pas là. Il y a le partir qui n'est pas là. Oui. Et après, devant le professeur, eh bien, j'ai rien fait du tout. Tout simplement pour dire, vous l'avez probablement déjà compris, que si on dit désarmement, mobilisation, et qu'on ne prend pas ce qui existe sous bras, qu'on ne considère pas la conférence nationale qui est proposée, vérité, réconciliation, où il y a un véritable dialogue, à un moment, il y a un problème. On se demande bien ce qui va se passer. Qui est-ce que vous allez désarmer? Est-ce que vous avez discuté avec eux? Vous leur dites, oh, toi là, donne-moi tes armes. Moi j'ai les armes, mais on n'y touche pas. On n'a pas causé, mais donne-moi tes armes. L'État a la force légitime, vous le savez, non? Oui, mais... Vous avez demandé cette force légitime, oui. Les sécessionnistes, ils auraient pu y penser depuis 3 ans qu'ils le font. Mais ils n'ont pas le même état d'esprit que nous. À ce moment-là, il faut savoir qui est-ce qu'on demande et est-ce que la réponse peut être favorable. Nous disons dialogue. Pour qu'on en parle et au sorti de là, on dit cesser le feu. Est-ce que ce n'est pas dans le préalable? Non, ce n'est pas le préalable. Le préalable, c'est le dialogue, c'est la discussion. Après la guerre froide, moi je suis l'État, j'ai le droit de protéger les citoyens. Je vais dire quelque chose. Après la guerre froide et après tous les grands conflits dans le monde, il y a toujours eu des assises. J'aime prendre des exemples terre à terre. Vous savez que le SDF est un parti de masse, un parti du peuple. Il faut être proche du peuple. Oui, il faut le dire. Avec 3%, on n'est plus proche. La question du résultat n'est pas pareille. On peut en parler. On peut en parler, honorable. La question du pourcentage, on peut en parler. On peut en parler. Donc, je dis, pour prendre un exemple simple, s'il y a des soucis dans un couple, et qu'on se met à se chamailler, après on s'assied, on discute. On trouve une solution. Et c'est ce à quoi nous vous invitons. Après la crise, après les guerres froides, la discussion, mettez le dialogue sur la table. Souley, rapidement sur cette même question. Moi, je dirais ceci par rapport à ce sujet, et surtout à M. Quater, qu'il faut dire que l'État a compris le problème. L'État s'est rendu compte que ces groupes armés-là ont été enrôlés par des prédateurs tapis dans l'ombre,
qui veulent à tout prix mettre ce pays à feu et à sang. C'est ce que tu ne dis pas. Voilà pourquoi l'État a créé le Comité national de désarmement et de démobilisation et réinsertion. Tu vois, non? Acquis à 2 zones. La zone du nord-ouest et du sud-ouest et la zone de l'extrême nord. Voyez-vous que à l'extrême nord, pour survivre, Boko Haram fait comment? Pille, tue, brûle. Parce que la faim était déjà là. Quand on a cerné le réseau du financement, aujourd'hui on n'en parle plus de Boko Haram tellement. La guerre est devenue de ce côté-là, de l'autre côté aussi asymétrique. On ne sait maintenant qui est qui. Les gens sortent intermittemment comme ça là, pour aller faire des raps, des kidnappings, pour demander tel. Mais ces kidnappings-là, aujourd'hui ne servent à rien parce qu'on sait déjà ceux qui le font. Parce que la famine sévit dans cette zone-là. De même, dans la zone du nord-ouest, parce que si on laisse encore le temps au temps, comme tu le disais tantôt là, hein, ce comité national avait été créé pour, pour organiser, encadrer et gérer, tu vois non, ceux des ex-combattants qui devaient se désirer de répondre favorablement au décret du 30 novembre 2018. Et les combattants continuent de combattre et de tuer les Camerounais. Bon, maintenant, quand tu parles de combattants, voilà là où je te disais, je vais par là dire qu'il y a complicité, parce que cette main tendue du gouvernement, tu vois non, il est bien vrai, comme a dit l'honorable tout à l'heure, l'honorable Support, que certains ont commencé déjà à déposer les armes. Et ils sont réinsérés dans la société. D'autres sont partis, bon, à Yaoundé, etc. Mais voyez-vous que jusqu'à peu de contraire, ceux qui pensent être les tenants et les aboutissants de cette zone-là, aujourd'hui, on nous a rencontré une histoire dont je ne veux pas revenir là-dessus, surtout l'enlèvement du chairman Nidjon Fundi. Ce que je doute jusqu'à preuve de contraire. Ne revenez pas. Vous voyez. Ce comité est indispensable. C'était une réponse C'était une très belle à une réponse. exigence C'était une très belle internationale réponse. ou c'était une réponse à la crise? Alors, la question, je vous la pose très spécifiquement, honorable Marlise Doualabel, parce qu'on sait très bien que ce comité, arrivé à point nommé, l'Organisation des Nations Unies aurait pu se saisir du dossier Cameroun. À travers ce comité, on esquive certainement une intervention onusienne au Cameroun. Voilà. Mais est-ce que c'était la solution? Pour moi, c'était la solution. Pourquoi? D'abord, il fallait montrer la bonne foi et l'envie de sortir ces enfants de là. Parce que de temps en temps, je les appelle des enfants, même comme ils sont dangereux. Deuxièmement, c'était le moyen de reconstruire ces jeunes qui se sont retrouvés enrôlés dans des milices qui n'avaient qu'un objectif, leur apprendre à tuer et à tuer de sang-froid. Quand on a mené ce type d'activité pendant 2 ans, 3 ans, généralement on est déconstruit. On est déconstruit, on devient quelqu'un qui ne peut même plus dormir le soir sans faire de cauchemars. Et je sais que dans ce comité, ils ont pris la peine d'intégrer les médecins, les psychologues, les sociologues, etc. pour aider ces enfants qui souvent sont devenus accros à la drogue parce que pour faire ce qu'ils faisaient, pour dormir à la belle étoile, pour manger n'importe quoi, la drogue peut être aidante. Et on la leur refilait donc régulièrement. Aujourd'hui, ce sont des enfants qu'il faut aider à sortir de ce traquenard. Donc pour moi, cette commission a un double sens. Premièrement, il démontre la volonté du gouvernement à continuer à traiter ce problème de manière contenue. De manière contenue, au lieu d'aller penser à raser ou à verser, je ne sais pas trop quoi, des choses comme ça. C'est une armée responsable qui a montré qu'elle est consciente que c'est nous-mêmes encore qui sommes dans la forêt. Et nous n'allons pas nous autodétruire, il restera qui? Donc, premièrement, la main tendue. Deuxièmement, le souci de reconstruire ces enfants et d'en faire des citoyens qui peuvent être réinsérés. Maintenant, moi, je veux poser la question à monsieur du SDF. Est-ce que l'ONU est impartiale? Est-ce que vous, de la réputation que vous avez de l'ONU aujourd'hui dans le monde, est impartiale? Moi, je dis que l'ONU n'est pas impartiale. Vous allez rebondir. L'ONU est dans plusieurs cas dans le monde. On se rend compte que c'est 2 poids 2 mesures. Pourtant, l'ONU est incontournable.
nous ne pouvons plus faire dans ce monde compliqué sans l'ONU. Mais l'ONU doit maintenant travailler pour devenir un instrument véritablement impartial et qui protège les faibles. Mais on a l'impression que ce n'est pas de ça qu'il s'agit au jour d'aujourd'hui, au vu de ce qu'on voit dans le monde. Alors pourquoi, quand l'ONU arrive au Cameroun, ne va donc pas rencontrer les insurgés, les sécessionnistes? Eux, ils peuvent, puisqu'ils sont les amis des sécessionnistes, ils peuvent demander à aller les voir, leur parler et leur dire d'arrêter ces combats. Puisque nulle part dans le monde, on accepte la partition des pays. Pourquoi est-ce qu'on devrait l'accepter au Cameroun? Est-ce qu'on l'a accepté en Espagne? Merci Maurice Dornabel. J'évacue quelques réactions. Bonjour, le Cameroun, c'est vraiment le Cameroun, partout ailleurs au monde. Quelles que soient les causes, les mobiles, quand un État est attaqué, l'ensemble de la classe politique, la totalité des médias et même de la société civile font bloc derrière l'armée républicaine. Ce n'est pas chez nous qu'on voit les composants, ce n'est que chez nous qu'on voit les composantes institutionnelles, partis politiques, médias, société civile, justifier politiquement les attaques contre nos forces armées, se réjouir impunément des défaites. Quand on arrête dans ce cinéma, les Camerounais ne sont pas dupes, certainement le gouvernement non plus. C'est Babidi de la principauté de Banandam. J'y arrive. Merci pour ce message qui a également le mérite de rappeler à la conscience collective qu'il s'agit finalement d'un combat qui implique tous les Camerounais qui doivent faire chorus pour que la paix revienne dans notre cher et beau pays. On va sortir de cette émission avec rapidement la dernière dorsale. C'est le sujet du SMIC et je vais rapidement évoquer le sujet ce dimanche, honorable Marlise Doualabel, parce qu'il y a l'ire de quelques-uns qui a été observé à la suite des déclarations attribuées à Grégoire Orna, le ministre actuel du Travail et de la Sécurité sociale. Honorable Sopor, vraiment c'est possible de vivre avec 34 720 au Cameroun? Comme a semblé le dire le ministre du Travail, est-ce que ce n'était pas une bourde de trop? Ce n'est pas le concept du SMIC. Le SMIC, on ne vous le donne pas parce qu'on dit que vous pourrez vivre avec cette somme-là. Ce n'est pas ça le concept du SMIC. Bon, en toute honnêteté, je n'ai pas écouté le ministre Grégoire Orna, mais ce sont les commentaires. Semble-t-il, il a dit qu'on peut vivre au Cameroun avec 34 000 francs. C'est possible ça, au jour d'aujourd'hui? Non, moi je ne dis pas avec le SMIC. Le SMIC n'est pas ce qu'on te donne pour pouvoir vivre décemment. Le SMIC est attaché à un emploi, c'est-à-dire au monde du travail. Le SMIC, ce n'est pas un argent cadeau qu'on doit donner à tous les Camerounais. Moi dans mon village, par exemple, il y a des gens qui peuvent passer 2-3 mois sans avoir eu 34 000 francs en main. Dans mon village, ils n'ont pas 34 000 francs. Mais on se pose des questions, comment vivent-ils? Effectivement, dans notre conception, de ceux qui sont dans les villes, nous allons dire, mais ce n'est pas possible, comment vivent-ils? Mais ces gens-là sont là-bas. Donc, ce que le ministre sait, c'est ce qu'il a dit. Moi qui suis en ville, je dis qu'on ne peut pas vivre avec 34 000 francs. Mais ce n'est pas la conception du SMIC. Janvier, sur la question du SMIC au Cameroun, les études récentes ont montré que le Cameroun a quand même le salaire minimum intergaranti professionnel le plus bas de la sous-région. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut vivre avec un tel niveau de salaire? C'est pas facile de vivre avec ces 34 000. Mais ça ne définit pas que ce montant est obligatoirement fait pour ne être que payé ça. Mais le Cameroun a beaucoup à faire par rapport à la grille salariale, le ministère du Travail, qui doivent vraiment contrôler cette grille-là, puisque le Cameroun revient quand même d'une crise qui perdure. Si si la diversification des partenariats économiques et politiques du chef de l'État
porte ses fruits. Je suis sûr qu'en père d'enfant, il va revoir très vite à la hausse ce salaire qui ne peut pas faire vivre un Camerounais. Paul, il est clair que le candidat à l'élection présidentielle avait suffisamment évoqué la question et parlé d'une valorisation de ce SMIC qui devait passer du montant actuel à un peu plus de 150 000 francs CFA, c'est cela, 160 000 francs CFA. C'est dire qu'au sein du Social-Démocratique Front, le niveau du SMIC est questionnable au Cameroun. Bien entendu. Je pense qu'il n'est pas questionnable au sein du SDF, mais il est questionnable pour l'ensemble des Camerounais. Et c'est bien pourquoi la question est posée, parce que c'est questionnable. Une fois cela dit, vous avez bien fait de rappeler que ça faisait partie du programme du candidat Jonan Mangui aussi, mais ça faisait aussi partie d'une proposition de loi faite en 2014 à l'Assemblée nationale avec, voilà, je vois l'honorable qui acquiesce, avec le groupe parlementaire SCF qui prévoyait aussi de changer le cycle, parce qu'il faut le dire, il y a une délicatesse à prendre en compte dans ce cycle. Passer de SMIC à SMIC, c'est différent. Salaire minimal interprofessionnel garanti, c'est pas pareil que salaire minimal interprofessionnel de croissance. Voilà. Nous proposons d'adosser le salaire minimal sur la croissance, d'indexer sur la croissance. Ça veut dire que quand l'économie croît, nous faisons croître les salaires. Est-ce qu'il est possible de vivre avec 34 000 francs? Je suis habitant de Douala 5e. Je me suis souvent renseigné sur les prix d'une chambre à Ndobon. C'est au minimum 35 000 francs. Je vais prendre une certaine théorie qui dit que pour vivre, il faut pouvoir dormir, manger et se déplacer. For example, when I was in primary school, my best class, my best subject was history. And in history, we were taught about two things fundamentally necessary for a human being, for the element: food and shelter. Food and shelter, food and shelter. It was ringing into my head. Food and shelter, food and shelter. Il faut pouvoir manger et dormir au moins. Avec 34 000, on ne peut pas manger et dormir. Et après, si vous nous dites qu'on va trouver une maison à 15 000, manger 15 000, et après on va rester là, on ne va pas sortir, c'est vraiment dommage. L'un des buts premiers d'un gouvernement, c'est d'améliorer les conditions de vie de sa population. On ne vous parle pas du divertissement qui est peut-être au sommet de cette pyramide, on ne vous parle pas du vestimentaire, etc. On vous parle du minimum. Il faut pouvoir relever... Et je voudrais répondre à l'honorable, je crois, qui a dit... Non, ou alors, oui, qui a dit... Non, c'est moi. Lui n'a pas encore parlé. Si, il a parlé. Qui a dit que ce n'est pas forcément ce qu'on va payer aux gens. Il y a l'aspect psychologique de la chose. Quand vous dites SMIC, 34 000 francs, bon, le patron, chef d'entreprise, quand il dit à son gars, bon, je vais te donner 40 000 francs, tous les deux se disent bien que, bon, ça va. À côté de l'aspect psychologique, il y a l'aspect légal. Tu ne peux pas me porter plainte si je te donne 40 000, tu vas t'estimer heureux. C'est un moyen de pression. Ça fait que si on fait passer le SMIC à 60 000 ou à 160 000, celui qui trichera difficilement en deçà de 100 000 francs. Et il est aussi nécessaire de préciser que cette augmentation de salaire-là, c'est pour booster la croissance. Parce que quand on gagne une certaine somme, on est capable de consommer. Les entreprises produisent plus, elles vendent plus, l'économie se diversifie et elle croît. Soulé, sur le SMIC... Ah oui, il est vachement difficile de vivre avec le SMIC au Cameroun. Je rappelle que c'est vrai que le ministre, dans ses propos, a quelque peu nuancé, indiquant qu'aucune entreprise au Cameroun normal ne payait ce niveau de salaire-là. Mais est-ce qu'on peut vraiment encore... Est-ce qu'il faudrait même encore... Oui, mais je vais vous faire un rapprochement. Regardez par exemple le Gabon. Le SMIC au Gabon, c'est 150 000 francs. Au Tchad, c'est encore 70 000 francs. Je ne peux que citer ces deux pays pour le moment. Vous voyez? Donc au Cameroun, si nous sommes déjà à 34 450, vraiment, c'est vachement ce qu'on appelle la merde. Vous allez me permettre, vous allez m'excuser pour le terme, mais je dis qu'on ne peut pas vivre avec le SMIC. Pourquoi? Parce qu'il y a des aléas dans la vie. Je vais vous dire une chose. Moi, je suis
de ceux qui pensent qu'il faudrait que l'État légifère sur la loi du travail dans ce pays. Et à cela, je vais interpeller l'honorable que vous deviez vous battre pour que cela change. Parce que le SMIC, je n'ai pas fini, le SMIC à 34 000 francs, ça ne veut rien dire. La réalité est là. Nous connaissons tous la réalité. Donc autant de choses, on ne peut pas vivre avec ça. C'est la mort. Honorable Marlys Zoalabel, sur cette même question, on se rend compte que le gouvernement a une posture que l'on peut qualifier de tatillonne, mais les parlementaires ont leurs responsabilités parce que finalement, derrière ce SMIC que certains estiment dérisoire, il y a que les parlementaires ne semblent pas vouloir se saisir de la question du travail décent de manière globale. Pourquoi on ne légifère pas sur cette question à l'Assemblée? Mais on va forcément légiférer sur cette question parce que la question du travail est au centre de l'insertion sociale, donc de la paix sociale. Et le travail, au-delà du fait que nous en tirons une rémunération, est également un investissement que chacun de nous met pour la croissance de son pays. Et on doit tous être reconnus à un moment donné comme acteurs pour la construction de notre pays. Donc la question du travail est une question centrale. Et je pense que personne d'honnête ne peut échapper à cette réflexion. Et moi, du peu que je connais le ministre du Travail, qui est quelqu'un qui est très social et très préoccupé par les questions sociales, je pense que son propos, où il n'est pas allé jusqu'au bout de son développement, ou alors je préfère croire qu'il n'est pas allé jusqu'au bout. Parce que connaissant ses intentions, connaissant ses chantiers, ça m'étonnerait. Maintenant, je vais vous dire aussi quelque chose. Vous savez que pour fixer un SMIC, il y a des mécanismes économiques très, très subtils, etc. Et on est des fois surpris par le vécu au quotidien. Par exemple, au Gabon, le SMIC est à 150 000. Mais dans le classement des pays pauvres, le Gabon est plus pauvre que le Cameroun. C'est-à-dire que quand on utilise un indicateur, le montant que pour être considéré comme pauvre, il faut pouvoir avoir plus de 1,90 $. Voilà. Donc, pour moi, le revenu mensuel, est un indicateur important, mais il faut actionner tous les autres indicateurs qui sont la protection sociale. C'est très important. Le logement social, c'est très important. Si à la limite, toutes ces questions étaient donc résolues, ou alors si on avait énormément avancé sur ces chantiers-là, on y est, mais l'avancement n'est pas tout à fait satisfaisant. Au fond, le SMIC à 36 000 ne poserait pas de problème. Si chacun a un logement, si chacun a accès à la santé, peut accéder aux soins de santé, si chacun... Du coup, vous vous rendez compte que le SMIC en lui-même ne devient qu'un indicateur de plus. Mais pour chuter, je dirais que c'est une préoccupation de l'heure. Et puis la relecture du Code du travail, la loi sur le travail, est aussi, à mon avis, une urgence. Et je pense que ce sont les chantiers de Monsieur le ministre du Travail. Je vais sortir de cette émission. Vous allez ajouter forcément quelque chose. Je vais évacuer quelques SMS rapidement. Alors, ce SMS, le SMIC au Cameroun peut satisfaire un Camerounais en campagne, mais pas dans les métropoles comme Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua ou autres. Et à mon compagnon du SDF, le SMIC à 160 000 francs CFA, c'est beaucoup. Le SMIC s'évalue en fonction de l'inflation. C'est Cyril de Bafoussam qui a écrit ce message. Bonjour le panel. Je tire un coup de chapeau au petit du SDF. Il est pertinent dans ses propos, vraiment. C'est indiqué depuis la cité de Yaoundé, hein. C'est la cité verte à Yaoundé très précisément. Alors je vais rapidement prendre l'image de la semaine pour que l'on sorte de cette émission
ce dimanche grâce à la réalisation. Il était présenté comme un terroriste réputé proche du mouvement sécessionniste, le général Mohamedou, qui sévissait à Ndoum dans le département du Ndongamantoun, c'est dans la région du nord-ouest du Cameroun, a été neutralisé de sources bien introduites par un groupe d'autodéfense Mbororo. Ce présumé malfrat projetait des attentats à Douala et à Yaoundé. Il menaçait d'ailleurs la sécurité du président de la République Paul Biya grâce à ses ramifications extérieures. On lui attribue par ailleurs plusieurs kidnappings dans plusieurs villages, des imputations et des incendies de plusieurs édifices publics, parapublics et privés. Il a donc été mis hors d'état de nuire de sources bien introduites. C'est d'ailleurs l'image de la semaine. Par cette image, nous allons mettre un terme à cette livraison de Politiquement Incorrect ce dimanche. Je voudrais dire merci à l'honorable Alphonse Sopor qui est venu pour le compte de l'Union des populations du Cameroun. Honorable, merci d'être venu ce dimanche. Janvier Yemele, vous étiez là pour le PADEC. Il s'agit du Patriote démocrate pour le développement du Cameroun. Merci d'être venu, mon cher... Alors vous m'avez pratiquement coupé le fil des idées, mais je voudrais vous dire merci mon cher Paul Quader. Vous êtes venu pour le compte du Social Démocratique France ce dimanche. Je dis également merci à Soulé Sayou qui a été là comme journaliste et observateur politique, même si vous avez des ambitions politiques, on en parlera le moment venu. Je dis infiniment merci à l'honorable Marlise Doualabel qui était là pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, député de la nation, et c'est peu de le dire. Merci de nous avoir suivis ce dimanche. À dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.